Acolhemos aqui o Yves Cartevels, que está conosco. Boa tarde, Yves. Não estou lhe vendo ainda, estou aguardando as movimentações. Estamos lhe vendo de perfil, o que é também uma perspectiva na vida. Bonjour Yves, on te voit de profil. C'est bien comme ça que tu peux être vu. Oui, parce que sinon je suis dans le noir, vous n'allez pas me voir autrement. Donc, Mas, bom, beleza. Yves vai nos falar de perfil, é uma opção. Bien, merci beaucoup. Então, Yves, vou só te apresentar um instante. Yves é vice-reitor e professor de Direito Penal e Criminologia das Facultés Saint-Louis, em Bruxelas. É também há muitos anos que desenvolve pesquisas sobre política criminal a nível não só belga, mas também europeu, e é fundador e gestor de um certificado interuniversitário de mediação em suas diversas aplicações, local, escolar, penal, familiar, de cuidado de saúde. E ele nos propõe hoje uma reflexão sobre as dificuldades que encontra a mediação no mundo social contemporâneo, atravessado por todas essas conflitualidades e tensões. Por favor, Yves. Merci beaucoup, Ricardo. Donc voilà, il a un petit peu présenté qui j'étais et d'où je parlais. Donc je suis effectivement responsable d'un certificat en médiation locale, scolaire, pénale et soins de santé depuis une quinzaine d'années. L'idée étant de travailler autour de ces 4 scènes pour les confronter et les éclairer les unes à la lumière des autres. Dans les 4 cas, on est avec ce qu'on appelle des petits conflits qui se produisent dans le cadre d'institutions. Et donc, l'idée, c'est de confronter ce qui se passe pour les médiateurs en exercice dans ces différentes scènes, et puis de procéder à une sorte de montée en généralité pour, avec ceux que l'on forme, réfléchir essentiellement à la posture du médiateur et aux grands principes de la médiation, et aussi leur évolution, leur altération par rapport à un modèle idéal dont on sait bien que dans la pratique, il est amené toujours à s'altérer et de manière différente en fonction des scènes d'application. Alors, l'orientation générale, c'est peut-être un élément que je voudrais souligner encore de cette formation. Elle est clairement articulée au champ de la médiation transformative et beaucoup plus aux idées et aux valeurs propres à la médiation formative qu'au modèle de la négociation raisonnée, qui est plus éloigné, nous semble-t-il, des référents utilisés par les médiateurs dans ce champ. Alors, l'objet de cette intervention, il m'a été évoqué par un événement un peu fortuit, qui est que pour la première fois en 15 ans, cette année de formation locale, scolaire, pénale, soins de santé ne sera pas organisée faute de combattants. Alors, depuis 15 ans, nous avons chaque année entre 22 et 25 participants, ce qui est le nombre que nous nous sommes fixés. Et puis voilà que cette année-ci, nous avons 6 candidats inscrits, ce qui ne nous était jamais arrivé, et on n'a pas d'explication. On n'a pas d'explication véritable, sauf que c'est une deuxième année de formation. Elle est précédée potentiellement par une première année de formation générale en médiation, qui réunit aussi depuis une quinzaine d'années là une cinquantaine de participants, puisqu'il y a plusieurs alors deuxièmes années en fonction de disciplines différentes, et que le constat, c'est que cette année-ci, eh bien, le démarrage a été beaucoup plus difficile, là aussi, et que des échos venant d'autres formations en médiation organisées en Belgique francophone font également état de difficultés. Alors bon, on peut évidemment faire des hypothèses sur les explications diverses. On peut penser à un trou d'air passager, on peut penser à la situation économique qui est plus difficile,
On peut penser peut-être à un effet post-Covid. En tout cas, pendant la période Covid, il n'y a pas eu d'impact négatif sur la formation. Donc, difficile évidemment à interpréter, mais une hypothèse que je voudrais évoquer ici, c'est peut-être quand même la mise en cause d'un paradigme de la médiation, emblème de justice négociée, qui, à l'image par exemple des droits humains, pourrait connaître une sorte d'essoufflement sous l'effet de menaces externes et internes. Et ce sont ces menaces externes et internes à propos desquelles je voudrais proposer quelques hypothèses aujourd'hui. Alors, menaces externes, j'avais intitulé le petit point que je voulais identifier, que je voulais développer ici, et j'avais écrit pour moi-même un imaginaire social en voie de radicalisation. Alors, la médiation, c'est quelque chose que vous savez bien, c'est l'incarnation d'un modèle de justice ou de régulation des conflits qu'on appelle chez nous justice négociée. L'idéal, c'est quand même celui d'une éthique de la discussion. Il s'agit de permettre à des personnes en conflit d'exprimer leur point de vue, de s'écouter, d'entrer dans le récit de l'autre, avec, dans une perspective transformative, l'espoir qu'un décalage se produise dans les récits respectifs des uns et des autres à travers cet échange langagier. Le médiateur, dans ce cadre-là, ou la médiatrice, eh bien, il est dans une posture de tiers, il est plutôt tisseur de ponts, il est accoucheur, il est là pour aider à déconstruire, reconstruire des récits qui sont appelés à dialoguer et, à travers ce dialogue, éventuellement se transformer. Alors, le constat que je ferai aujourd'hui, notamment à partir de ma pratique professionnelle, mais aussi à partir de ce que je perçois de manière plus large dans l'imaginaire social contemporain, c'est que cette logique-là a plus de mal à se faire entendre qu'auparavant. Il me semble que nous sommes pris aujourd'hui dans un imaginaire social dominant auquel nous n'échappons pas nulle part, qui tend plus qu'avant à radicaliser les récits. Alors, dans ce que le sociologue français Alain Ehrenberg appelait des sociétés de l'individu, il me semble que la capacité de chacun à se décaler de son récit originaire devient plus compliquée. Dans nombre de domaines, le métissage est remis en cause. L'espace public est de plus en plus perçu comme une addition d'espaces privés avec des couloirs qui sont tissés pour éviter de se rencontrer. Et la tentative d'entrer en dialogue avec le récit de l'autre devient plus rare et plus compliquée. Alors, la tendance serait plutôt à s'enfermer dans son récit, le sien propre, ou éventuellement dans le récit de son clan, sous peine d'ailleurs, dans ce dernier cas, d'être vite accusé de trahison si l'on ose se décaler du récit qui domine dans son groupe. Les positions tendent à se radicaliser, le désir étant moins de dialoguer pour chercher un décalage et un accord ou une solution que de chercher à avoir raison contre l'autre et de le mettre de côté sous le poids de son argumentation. Donc, je ferai volontiers l'hypothèse que nous sommes confrontés aujourd'hui sur de multiples scènes à un imaginaire de la polarisation, qui est d'ailleurs chez les plus jeunes parfois ouvertement revendiqué comme posture pour exister. Un imaginaire là qui est pour le coup à l'opposé de l'imaginaire de la médiation. Il est fortement encouragé, cet imaginaire, par les réseaux sociaux, où l'on circule en circuit fermé, en quête de confirmation et souvent de renforcement narcissique. La question narcissique est, je pense, au cœur du problème. Circulent alors des discours en bulle, clos sur eux-mêmes, dans une dynamique qui rend ce décalage que cherche la médiation, ce déplacement de chacun par rapport à son récit, très compliqué à produire. Bref, d'une formule, je dirais que la culture technologisée et des réseaux sociaux aujourd'hui ne renforce pas les aptitudes à l'écoute, à la discussion, à la négociation que requiert la médiation. Dans ce contexte,
la posture du tiers, qui est celle du médiateur, devient aussi plus difficile à tenir. Alors là, j'en fais l'expérience de manière assez nette sur le plan institutionnel, puisque Ricardo l'a évoqué, je suis vice-recteur à la recherche, amené donc assez régulièrement à devoir essayer de trouver des voies entre des positions qui peuvent être en conflit. Et ce à quoi on se confronte énormément dans le champ des institutions aujourd'hui, c'est à la plainte. Nous sommes clairement à l'ère de la victimation, à une demande de reconnaissance comme victime ou comme dominée, position dont la source est souvent attribuée à l'autre ou au système. Et comme tiers, la posture de l'entre-deux devient très difficile à tenir. Parce que si l'on ne donne pas raison à une partie et à son récit, très vite, on est perçu comme glissant du côté de l'autre. On est très vite accusé d'une forme de trahison. Et l'institution, dont le rôle est de faire tiers, est très vite, elle aussi, soupçonnée, elle et ses représentants, de partialité. Autrement dit, ce qu'on demande de plus en plus aux tiers, c'est une adhésion totale au récit qui est présenté, comme si le récit d'une partie était la vérité du conflit. Le soupçon de partialité, donc, surgit très très vite, que certains cherchent parfois d'ailleurs à le raccombler dans une fuite en avant procédurière. Et on est là avec une logique qui se met en place, qui se met en marche, qui est aux antipodes de l'imaginaire de la médiation. Donc il y a là quelque chose dans l'imaginaire social aujourd'hui qui ne me semble pas très propice à l'idéal de la médiation. J'en viens rapidement à trois menaces internes qui me semblent menacer la médiation et son esprit aujourd'hui, que j'associe ou que j'assimile à une triple tentative d'instrumentalisation qui pèse sur le travail du médiateur et ses référents éthiques. La première, c'est une volonté des pouvoirs publics d'utiliser, d'instrumentaliser les médiateurs pour leur faire remplir des missions qui ne sont pas les leurs au départ et qui ressortent d'un autre métier. Deux exemples. En Belgique, ce qu'on appelle les médiateurs locaux, donc des médiateurs dont la mission première, et c'est comme ça qu'elle a été construite et constituée, consistait à aider à apaiser des conflits dans la cité, des conflits de voisinage par exemple, des conflits locatifs, bref, des petits conflits dans la cité. Eh bien, on constate une tentative ou une tentation dans le chef d'un certain nombre de responsables politiques de leur faire jouer un rôle d'agent de prévention ou d'éducateurs de rue, ce qui les éloigne de leur éthique de travail. Même évolution pour les médiateurs dans le champ scolaire qui peuvent se voir transformés en agents de lutte contre le décrochage scolaire qui apparaît aux yeux des responsables politiques comme une priorité. D'où le besoin chez ces médiateurs de se construire, et ça se multiplie dans une série de domaines, de se construire des chartes éthiques pour tenter de se protéger contre ces tentatives d'instrumentalisation. Seconde menace, et j'en reste toujours à cette idée d'instrumentalisation, c'est le sort qui est fait à la médiation dans le champ judiciaire. La tendance chez nous est, en matière familiale par exemple, à rendre la médiation obligatoire avant d'entamer la procédure judiciaire. On fait fi ici du caractère volontaire de la démarche de médiation et la médiation est alors pensée, construite comme un instrument de régulation judiciaire, ce qui l'éloigne de son caractère originel. Et troisième élément sur lequel je voulais mettre l'accent, troisième menace, me semble-t-il, qui pèse sur la médiation de l'intérieur, c'est l'investissement croissant ces dernières années de la médiation par les juristes.
Alors, je suis juriste, mais pas nécessairement favorable à cette entrée en force des juristes dans le champ de la médiation, juristes qui y voient un marché relativement rentable et investissement qui se fait alors au détriment des travailleurs sociaux du début. Et on assiste à une sorte de captation de la médiation par le droit qui atténue sans doute le caractère alternatif de ce mode de régulation des conflits. On assiste au fond, avec cette entrée en force des juristes, à une forme de rejuridicisation de la médiation, avec le recours à un surcodage juridique des termes, le recours à des contrats d'engagement qui sont signés, une référence au caractère légal des accords qui ont été signés, bref, une forme de reformalisation qui vient se mettre en porte-à-faux avec le caractère processuel de la médiation. Voilà, c'était les quelques mots, les quelques questions auxquelles j'avais répondu avec cette menace externe qui renvoie à un imaginaire social plus radicalisé, me semble-t-il, qu'il y a quelques années, et puis ces menaces d'instrumentalisation de l'intérieur. Voilà, Ricardo, j'en termine avec là, et je suis désolé, mais j'ai une réunion qui a débuté il y a 5 minutes, et donc je vais devoir vous laisser. J'en suis vraiment tout à fait confus, mais rien à faire. Voilà. Merci Yves. Tu aurais intérêt à rester, évidemment, parce que tu ouvres des débats assez importants. Mais voilà, j'espère qu'il y aura d'autres occasions. Merci beaucoup en tout cas.